Une nouvelle définition est donnée en 1975. Dans le même temps, dans le traité de non-prolifération nucléaire, donc, qui a été signé en 68, mis en œuvre en 70, reconnaît l'existence de ces traités, et la définition 75 est assez explicite. Une zone dénucléarisée est un territoire reconnu par l'Assemblée générale des Nations unies en tant que groupe d'États dans l'expression libre de leur souveraineté décide d'établir par l'intermédiaire d'un traité. Ce dernier définit le statut qui régit le processus de dénucléarisation totale ainsi que la façon dont la zone est délimitée. Il veille à ce qu'il soit mis en place un dispositif international de vérification et de contrôle conforme au statut de zone dénucléarisée. C'est aussi l'une des originalités, c'est que dans certaines zones, nous avons des agences qui permettent de veiller au grain, je dirais, de veiller à ce que les buts de cette zone soient pleinement respectés, ce qui est notamment le cas en Amérique du Sud et en Amérique latine. Donc finalement, une ZEAN, c'est quoi? C'est une entité géographique cohérente qui est clairement définie, qui regroupe un ensemble d'États où chacun d'eux renonce à posséder, fabriquer, acquérir et utiliser de telles armes pour une durée illimitée, évidemment, qui est reconnue par l'ONU. L'intérêt, surtout, c'est que ces ZEAN sont reconnues par les puissances nucléaires. Lorsqu'elles ne sont pas le cas, lorsque ce n'est pas le cas, c'est vrai que ça perd grandement de leur intérêt et de leur légitimité. Pourquoi c'est un grand intérêt? Puisqu'en fait, les puissances nucléaires reconnaissent que ces États décident de renoncer à l'acquisition d'armes nucléaires. Donc c'est un gain pour la sécurité mondiale. On gagne en termes de non-prolifération nucléaire, puisqu'on est sûr et certain que des pays comme l'Argentine ou le Brésil, quand dans les années 70, 80, s'interrogeaient pour avoir la bombe, aujourd'hui ne la veulent pas, puisqu'ils font partie de ce type de zone. Et puis dans le même temps, ces pays-là ont l'assurance que les puissances nucléaires ne leur en feront pas la guerre. Du moins, pas avec des armes nucléaires. Mais avec d'autres types d'armes, c'est possible. Mais normalement, pas avec des armes nucléaires. Donc il y a un vrai échange de procédés, c'est ce qu'on appelle les assurances de sécurité négative. À ce jour, en fait, il existe 5 zones à travers le monde qui regroupent les 2 hémisphères. C'est ça aussi qui est fortement intéressant depuis quelques années. Alors je vais revenir un petit peu rapidement dessus. C'est la zone d'Amérique latine et des Caraïbes, du Pacifique Sud, de l'Asie du Sud-Est, de l'Afrique, de l'Asie centrale. La toute première, c'est un peu la jeunesse que je n'ai pas citée, c'est la zone qui reconnaît l'Antarctique, comme une zone démilitarisée et de fait comme une zone exempte d'armes nucléaires, puisque dans son traité, l'article 1er reconnaît que seules les activités pacifiques sont autorisées dans l'Antarctique, sont interdites entre autres toutes mesures de caractère militaire telles que l'établissement de bases, de la construction de fortifications, les manœuvres ainsi que les essais d'armes nucléaires. Donc les essais d'armes de toutes sortes, pardon. Donc ça montrait bien la volonté déjà de prévenir cette zone de tout jeu de guerre froide ou de possibilité de créer ou de réaliser des essais. La première et vraie zone qui est donc créée, c'est le traité de Tlatelolco, qui est donc pour la zone d'Amérique latine et des Caraïbes, qui a été créé en 1967, qui est entré en vigueur en 1968. Son importance a permis justement à œuvrer aussi pour éviter que le Brésil et l'Argentine, fin des années 70 et début des années 80, œuvrent à mettre en œuvre un programme nucléaire militaire. L'originalité en fait aussi de ce traité, c'est finalement qu'il reconnaît le droit de procéder à des expérimentations, à des explosions de dispositifs nucléaires à des fins pacifiques. Alors c'est un peu extraordinaire d'autoriser ce genre de choses, mais dans le même temps, finalement, ce droit à utiliser des armes, des engins explosifs nucléaires à des fins pacifiques, a dans le même temps été banni finalement par le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, par lequel ces 2 États ont ratifié, donc, enfin l'ensemble de ces États ont ratifié, donc ça élimine un peu cet argumentaire-là, mais c'est pour dire voilà l'esprit pacifique de l'arme nucléaire dans les années 60 où des engins de dispositifs nucléaires étaient vraiment très prégnants, très forts, très forts. On a beaucoup parlé lors de la guerre des Malouines de la présence de sous-marins britanniques qui auraient été porteurs d'armes nucléaires ou pas. Jusqu'à ce que, preuve du contraire, ça ne soit révélé, si je ne me trompe pas, il n'y a jamais eu d'officialisation. En tout cas, les sous-marins à propulsion nucléaire sont autorisés dans les eaux territoriales qui sont reconnues dans cette zone, puisque la propulsion nucléaire ne fait pas partie de ces différentes interdictions. Donc voilà un peu le premier traité qui a été le précurseur de l'ensemble des autres traités, et pour dire que ça a eu un impact tellement fort que l'institution qui gère cette zone-là a été récompensée l'année dernière par un prix international, le Future Policy Award, pour justement bonne gestion et récompense pour la mise en œuvre d'un monde sans armes nucléaires. Je ne vais pas revenir sur la zone du traité du Pays-de-Bas puisque mon collègue va en parler un petit peu plus tard, même si évidemment cette zone a été créée où je dirais les essais nucléaires français ont malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment il faut le dire, contribué fortement à la prise en compte de la nécessité de protéger l'environnement et les populations. Voilà, donc cette zone de Pays-de-Bas, je pense que vous aurez un certain nombre d'explications un petit peu plus tard.
Vous avez deux autres zones, donc le traité de Rarotonga pour la zone du Pacifique Sud et l'Océanie, qui évidemment a mis, je dirais, comme axe central la question des déchets, de la protection de l'environnement, et qui a été créé à la suite des essais nucléaires pratiqués par les Américains, les Anglais et les Français là aussi, sachant que la France l'a reconnu juste à la fin de l'adhésion, une fois qu'elle a décidé d'arrêter ses essais nucléaires au début des années 90, enfin en termes de moratoire. Donc, à chaque fois, ce type de traité comporte des protocoles, ce qu'on appelle des protocoles additionnels, qui engagent les États membres de cette région à les signer et qui engagent les puissances nucléaires également à signer ces différents traités, justement pour reconnaître ce que je nommais les zones, la sécurité négative qui est apportée. Vous avez donc un traité de Bangkok qui est pour la zone de l'Asie du Sud-Est aussi, qui également permet de créer cette zone protégée au niveau asiatique, qui évidemment est enserrée entre l'Inde, le Pakistan et la Chine nucléaire, ce qui met quelques limites à la création réelle de cette zone. Puis la dernière grande zone qui a été créée, c'est le traité de Semilipalatinsk. C'est la première zone en Asie centrale, la première zone dans l'hémisphère nord, qui a été créée, et qui a permis aussi d'axer véritablement sur la question de la protection de l'environnement et sur la nécessité de nettoyer cet environnement, puisque le Kazakhstan a été la zone la plus importante affectée par les essais nucléaires soviétiques. Donc c'est certainement pour ça, évidemment, que la notion de protection de l'environnement et éventuellement de pouvoir nettoyer cet environnement est mise en œuvre de façon assez importante. Voilà, donc toutes ces zones ont été plus ou moins ratifiées rapidement par les différents États. La France a aujourd'hui ratifié l'ensemble de ces zones existantes. Il faut voir que les Français, les Britanniques et les Américains ont mis beaucoup de temps pour ratifier cette dernière zone de Semilipalatinsk, puisque dans ce traité, ces États font également partie, donc c'est donc le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan, ont également auparavant signé un autre traité avec la Russie qui s'appelle le traité de Tachkent, qui est un traité de sécurité collective. Et dans ce traité-là, il y a un alinéa qui laisse comprendre, selon la vision, en tout cas que avaient les Français, les Britanniques et les Américains, de la possibilité que les Russes, en cas de guerre d'un de ces pays, et donc la Russie pouvait apporter une sécurité à ces États, pouvait déployer des armes nucléaires. Donc il y a eu des débats pendant un certain temps à différents niveaux. Au final, il a été compris et ça a été mis en termes de remarques. Vous savez, les petites appendices qu'il y a à la fin des textes, souvent plus intéressantes en elles-mêmes à lire que les traités, que voilà, ces États reconnaissent l'existence de ce traité, mais s'inquiètent toujours de la possibilité que la Russie puisse déployer des armes nucléaires à l'intérieur de cette zone. Alors, aujourd'hui, on a une nouvelle type de zone qui existe et là est vraiment intéressant en termes de prospective, puisque ce n'est non pas une zone, mais c'est un État. Un État exempt d'armes nucléaires. Et le premier qui existe dans ce sens, c'est la Mongolie, puisque la Mongolie a été reconnue comme telle en septembre dernier par les 5 puissances nucléaires après un combat d'une vingtaine d'années pour faire reconnaître ce statut. Alors en soi, on peut se dire finalement ça fait qu'une grosse zone en plus, puisque la Mongolie est quand même un territoire assez important. Tout l'intérêt, c'est que c'est un seul État. Et donc, ça ouvre la porte à des dizaines d'autres États à travers le monde qui ne sont pas encore membres de ces différentes zones, donc principalement dans l'hémisphère nord, finalement, qui pourraient devenir adhérer à ce concept et créer des petites taches blanches où ces États seraient protégés de l'armement nucléaire. Le prochain État, par exemple, qui pourrait acquérir cette nationalité, on va dire, pourrait très bien être l'Autriche, par exemple, puisqu'en juillet 1999, au sein de la Constitution autrichienne, il y a déjà un article de loi qui précise que ce pays est contre les armements atomiques, ne souhaite pas que de telles armes puissent stationner ou survoler le territoire autrichien. Voilà, donc ça fait partie des prospectives en termes d'État simplement qui pourraient travailler à ce statut, tout comme la Belgique par exemple, lorsqu'ils avaient un gouvernement évidemment, puisqu'ils n'en ont toujours pas actuellement, avait voté en 2005, si ça y est c'est arrivé, avait voté un projet de résolution dans lequel il y avait la création d'une zone exempte d'armes nucléaires comprenant les États européens non dotés d'armes nucléaires justement, dans le but justement de travailler et de promouvoir ce type de création d'États sans armes nucléaires. Alors évidemment, une zone sans armes nucléaires ne veut pas dire une zone sans nucléaire civil. Certains États, l'Autriche par contre l'a banni l'énergie civile au sein de sa constitution, mais un certain nombre d'États, comme le Kazakhstan par exemple, ou même le Brésil, bien évidemment, travaillent énormément sur les technologies nucléaires civiles.
Le futur est aussi très très largement intéressant puisqu'on a 3 grandes zones et notamment une qui est la plus importante et qui permettrait, ou en tout cas qui est celle sur laquelle repose le plus grand nombre de sécurités ou de problématiques de sécurité du monde, c'est bien sûr celle du Moyen-Orient, celle par laquelle je finirai. La première, c'est la zone d'Asie du Nord-Est, une zone qui engloberait le Japon et la Corée, l'ensemble de la Corée. Alors, comme ça peut paraître évidemment totalement utopique, comme l'ensemble de la question du désarmement nucléaire. Tout l'intérêt, en fait, dans ces discussions qu'il peut exister, principalement entre sociétés civiles et parlementaires, c'est d'engager justement des négociations et de faire perdurer le dialogue, quoi qu'il se crée entre gouvernements, pour justement engager l'idée de dénucléariser la Corée, d'engager la Corée du Sud aussi sur un monde sans armes nucléaires de façon plus importante et d'obtenir cette future zone. La deuxième grande zone dans laquelle il y a un grand nombre de perspectives et dont on commence à parler beaucoup plus, c'est la zone de l'Arctique. Alors c'est pareil, on peut se dire, waouh, ça paraît très très compliqué, puisque l'Arctique, ça veut dire quoi? C'est 2 États nucléaires, les États-Unis et la Russie, c'est 4 pays membres de l'OTAN, l'Islande, la Norvège, le Canada et le Danemark. C'est 2 autres puissances nucléaires qui sont directement concernées, la France et la Grande-Bretagne, puisque c'est la zone où on fait patrouiller nos sous-marins, puisque c'est la zone de tir susceptible pour envoyer un missile le plus loin possible, puisque la Terre est ronde. Donc ça peut paraître fortement compliqué, mais dans une ère où malheureusement on a ce changement climatique, les discussions sur l'Arctique doivent comprendre un ensemble de choses, et notamment le point sécuritaire devient un point de plus en plus prégnant et de plus en plus important. C'est pour ça que depuis 5-7 ans, Pugwash est d'ailleurs notamment largement engagé, Pugwash Canada, Pugwash Danemark, sur ces questions-là, pour faire apparaître une notion sécuritaire dans les différentes déclarations et dans les différentes discussions qu'il y a au sein du Conseil de l'Arctique, par exemple, pour justement mettre en œuvre ce concept de zone exempte d'armes nucléaires. Alors c'est vrai que ça assez compliqué, puisque ça voudrait dire comment on fait. On divise le territoire, par exemple, de la Russie au nord comme zone exempte d'armes nucléaires, alors que ce sont les zones où il y a leur principale base sous-marine. On englobe l'ensemble du Canada. Est-ce qu'on inclut des îles type française, Saint-Pierre et Miquelon, par exemple? Donc ça engage un certain nombre de discussions, mais qui permettent là aussi de faire avancer les relations entre parlementaires et gouvernants et la société civile. Et puis bien sûr, nous avons la zone exempte d'armes nucléaires et d'armes de destruction massive, ce qui est son originalité, qui est en discussion depuis le milieu des années 70 au Moyen-Orient. C'est le grand point d'interrogation, c'est la grande zone que une majorité d'États souhaiterait créer, c'est la zone sur laquelle chaque année il y a une résolution qui est déposée au sein de l'Assemblée des Nations Unies, l'Assemblée Générale des Nations Unies par l'Égypte, et c'est là où il y a le plus gros point mort, je dirais. Alors, perspective nouvelle en 2010, si on peut dire, c'est lors de la conférence de révision, lors de la conférence de révision du traité de non-prolifération nucléaire, il avait été décidé qu'il serait nommé un facilitateur pour engager les démarches dans le but de créer, de mettre en place une conférence en vue de la création au Moyen-Orient de cette telle zone. En 2011, ce facilitateur a été nommé, c'est un ambassadeur finlandais qui s'appelle M. Jaakko Lahajava. Et normalement, cette conférence en vue c'est simplement une conférence en vue de. Donc l'idée, c'était vraiment simplement de réunir tout le monde à une table et de dire, voilà, est-ce qu'on peut discuter de ce futur projet? Aurait dû se tenir avant le 31 décembre 2012. Malheureusement, cette conférence a été repoussée à la demande forte des États-Unis, soutenue évidemment par Israël, invoquant des motifs de tension trop grands au Moyen-Orient. C'est vrai que la tension au Moyen-Orient, c'est quelque chose d'absolument pas du tout récurrent et que ça ne devait être qu'à cette période et que si l'on reste uniquement sur ce type de motif, on risque de ne jamais avoir la mise en œuvre de cette réunion. Parallèlement, pour autant, un certain nombre de conférences plus ou moins ouvertes ou de rendez-vous importants se sont tenus par cet ambassadeur. Je crois qu'il en a tenu pas moins de 200 depuis sa nomination avec l'ensemble des pays du Moyen-Orient. Des États sont prêts à s'engager, à aller en tout cas à cette réunion, qui en soi ne crée rien du tout. C'est simplement une première réunion, que ce soit les Émirats Arabes Unis par exemple, le Liban ou même la Jordanie, Dubaï. Il y a eu des rencontres évidemment autant avec les autorités israéliennes qui sont aujourd'hui le seul État à disposer de l'arme nucléaire, même si c'est un secret de polichinelle. Beaucoup ont pensé que la Syrie, du fait de l'élimination de ses armes chimiques, allait être un joker positif dans cette escarcelle, dans cette possibilité. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait le cas.
Il reste évidemment le cas iranien qui coince. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de discussions qui ont été réalisées avec les autorités iraniennes. Au contraire, un certain nombre de discussions plutôt positives ont été faites. Pour autant, la dynamique fait qu'aujourd'hui, on est au point mort. Et ce point mort met en danger gravement, en fait, tout simplement le traité de non-prolifération nucléaire, puisqu'il faut bien se rappeler que lorsqu'en 1995, on a décidé que ce traité deviendrait à une durée illimitée, indéfinie, les États du Moyen-Orient, principalement, ont dit, OK, notamment soutenus par l'Égypte, ont dit, à condition qu'on mette en œuvre cette zone. Une nouvelle fois en 2010, il y a eu cette obligation, ce rendez-vous de nomination de ce félicitateur, mettre en œuvre cette conférence, créer cette future zone, et on s'aperçoit que c'est toujours pas réalisé. Et l'année prochaine, en mai 2015, on a à nouveau cette conférence de révision. Il est quasiment sûr et certain que cette conférence sera un échec. On voit peu de chances pour que la création de cette conférence en vue de la création de cette zone puisse se réaliser avant mai 2015. Donc ça pose véritablement un problème. Et c'est là aussi où normalement des États comme la France et l'Union européenne, qui sont d'une certaine manière un peu moins impliqués que les États-Unis ne peuvent l'être au sein du Moyen-Orient, ou du moins directement avec leurs alliés israéliens, même si la France a des liens assez forts aussi avec Israël, notamment sur l'économie d'armement, devraient avoir un rôle beaucoup plus important. Puisque, comme l'a relevé Ban Ki-moon la semaine dernière lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, la création de zones exemptes d'armes nucléaires relève de la plus haute importance pour l'intégrité du traité de non-prolifération nucléaire. Voilà, j'en terminerai là-dessus et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup.